pour cette intervention. Et donc, je me permettrai de commencer par citer Voltaire. Voltaire qui disait que le doute est un état mental désagréable, mais la certitude est ridicule. Et pour amorcer nos débats, je pense qu'on peut dire que depuis quelques années, nous avons vécu dans un état de certitude, certitude dans la réalité des dividendes de la paix, certitude dans le fait que nous ne serions plus défiés ou challengés sur le sol européen. Et aujourd'hui, évidemment, on a le retour d'une guerre en Europe, une espèce de guerre hybride entre une guerre de très haute intensité et quelque chose qui relève plus de l'attrition de 14-18, un terrorisme militarisé en Europe qui date depuis quelques années. Donc cette certitude, elle s'imposait déjà à nous. Quelques déstabilisations, effectivement, en Afrique également, avec des influences internationales, j'allais dire, quelque peu décomplexées, et puis le retour du fait de la dialectique nucléaire. Donc tout ceci doit nous amener à questionner les certitudes, et ce ne sont plus uniquement des faits, ce sont des évidences. Et je voudrais saisir l'opportunité de cette intervention devant vous pour évoquer ce qui, techniquement ou d'un point de vue capacitaire, pourrait inquiéter chacun de nous a priori. Avec les propos qui ont été tenus ce matin, Monsieur le Président de la République lituanienne, les capacités de nos compétiteurs et les capacités russes en particulier, n'oublions jamais que Vilnius est à 30 km, si je ne me trompe, de la frontière biélorusse. Notre partenaire allemand, pour qui il y a à la fois ces volontés de préservation de la sécurité, mais également de préservation d'une industrie de défense réelle avec laquelle nous sommes partenaires. Pour l'Italie, avec une réponse aux enjeux migratoires. Pour la France, avec le cumul et l'hybridité des menaces, c'est-à-dire à la fois une conflictualité que l'on considère tous les jours, notamment dans l'espace cyber, et vous avez vu ces tentatives de déstabilisation de l'État français par des attaques cyber d'une ampleur inédite, mais qui ont réussi à être contrées, et puis les manipulations à la fois de l'information, par les progrès récents d'ailleurs de l'intelligence artificielle, c'est ce qu'on appelle les deepfakes. Et vous savez, quand vous entendez ou que vous voyez quelque chose, vous le croyez. Et puis la manipulation des perceptions, ce qu'on pourrait appeler la défense et la sécurité cognitive. Et donc la complexité de l'ensemble de ces enjeux est aujourd'hui démultipliée par l'accélération du rythme de l'innovation. Vous savez que l'innovation est un domaine qui nous intéresse particulièrement, à la fois m'intéresse personnellement, mais surtout au niveau du ministère des Armées et de la Direction générale de l'armement. Et donc on pourra penser que je commence cette intervention en soulignant des divergences, mais en réalité, tous ces défis sont les briques de la défense globale de notre espace commun et qui nous concernent tous. Elles nous concernent tous, mais elles nous obligent à revoir en profondeur nos modèles d'équipement des armées, à la fois pour consolider nos besoins communs, ça a été dit ce matin, pour valoriser, j'y reviendrai, les réponses européennes, et pour revoir également l'animation de la relation avec nos industriels, j'en vois certains dans la salle, pour forger au niveau européen des partenariats efficaces et gagnants-gagnants. C'est un petit peu ce que je voulais dire en introduction, en reprenant les propos du Président de la République lors de son discours du 13 juillet dernier, son discours aux armées. Il nous faut replacer la guerre au cœur de nos organisations de défense. Donc effectivement, nos certitudes sur le paysage stratégique mondial sont mises en défaut continuellement. Certains de nos alliés les plus puissants questionnent leur soutien. Les menaces prolifèrent. C'est notre devoir d'utiliser tous les leviers capacitaires pour garantir à la fois nos leviers d'action et notre capacité à nous protéger. Et le premier message que je voudrais passer aujourd'hui dans le cadre de l'Acadème et dans le cadre de ce forum, c'est d'abord une Europe qui dispose de capacités réelles et crédibles pour répondre à ses besoins. Premier point, un patrimoine scientifique et technique excessivement solide. L'Europe, c'est quoi? C'est 4 pays dans le top 10 des pays qui déposent le plus de brevets. C'est 3 pays européens dans le top 5 des pays qui ont reçu le plus grand nombre de prix Nobel, et en particulier le prix Nobel de physique. 4 pays européens dans le top 10 des pays qui ont reçu le plus grand nombre de médailles Fields, parmi lesquelles la France figure en très bonne place. Et 25 entreprises européennes dans le top 100 mondial des entreprises de défense. Donc,
à la fois un tissu industriel extrêmement dense, mais aussi il y a un héritage. On sait faire des maths, on sait faire de la physique, on sait faire de la chimie, on sait faire de la finance. Et donc nous avons des talents en Europe de très haut niveau. Deuxièmement, c'est une industrie européenne de défense qui est une industrie en pointe. Et à ce titre, l'industrie, c'est un vecteur historique de rapprochement entre les pays européens, et l'industrie de défense n'y fait pas exception. Je citerai par exemple effectivement les entreprises MBDA et Airbus, qui sont des entreprises à succès, dont le modèle fait envie à d'autres et qui font la preuve de notre capacité à construire des coopérations solides et des coopérations durables, avec des succès opérationnels que l'on constate en ce moment. Inutile de souligner l'importance de ce qui se passe en mer Rouge, avec des systèmes d'armes qui sont mis à l'épreuve de la réalité, avec des succès dans la lutte contre les rebelles Houthis. Et effectivement, en utilisant des munitions, alors nous on a un terme pour ça, on appelle ça des munitions complexes ou des armes complexes. C'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement, mais qui est réellement un secteur de coopération européenne durable. Et ce secteur-là va nécessiter de travailler sur les chaînes de sous-traitance qui illustrent l'interdépendance de nos pays et de nos industries. Un missile comme le missile Aster 15 ou Aster 30, un missile qui est fait en coopération avec différents pays, en particulier l'Italie, et qui nécessite de se pencher sur cette interdépendance des chaînes de sous-traitance. C'est ce que nous faisons dans le cadre de l'économie de guerre, sur laquelle je reviendrai dans un instant. Troisièmement, des outils de coopération européenne qui sont des outils en place, et je pense que ça a été dit ce matin. L'importance d'abord de se rappeler d'où on vient en matière de coopération européenne de défense. Ça fait finalement uniquement 7 ou 8 ans qu'on accepte de parler de financement européen pour des matériels de défense. Il y avait une double oxymore dans la phrase auparavant. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs initiatives européennes qui sont en vigueur. Je pense à la coopération structurée permanente, le PEDID, le Fonds européen de défense, ou FED, qui permettent d'impulser cette dynamique et ont vocation à préfigurer les programmes européens à venir. En particulier le Fonds européen de défense, qui occupe une place centrale parmi ces instruments. C'est, je le rappelle, 8 milliards d'euros pour la période 2021-2027. Et c'est un fonds qui va nous permettre de déployer des effets en apportant son soutien d'abord à des développements rapides qui sont utiles aux combattants, parce que c'est comme ça la finalité de ce que nous faisons, aux programmes européens majeurs existants par l'apport de briques technologiques qui peuvent être partagées entre les différents États membres, et puis à des projets transverses qui contribuent à la souveraineté technologique de l'Union. En gros, faire des choses ensemble qui ne seraient pas soutenables par un seul État, et je pense en particulier à la filière de composants électroniques. La stratégie européenne pour l'industrie de défense, les programmes associés EDIS et EDIP, dont les projets ont été publiés la semaine dernière, compléteront et vont prolonger, et là aussi ça a été dit ce matin, avantagement les dispositifs existants, avec un effort particulier qui est porté sur la réactivité de nos industries et les coopérations d'acquisition. Et donc mon message c'est quoi? C'est que finalement l'Europe a tous les leviers en main, et c'est à nous de bien les utiliser en osant d'abord privilégier le renforcement de nos industries européennes. Vous savez qu'on aime bien les acronymes. On a BITD en France, Base industrielle et technologique de défense, et donc BITDE, Base industrielle et technologique de défense européenne, avec des industriels qui sont en pointe. Et je pense qu'il faut exploiter pleinement cet avantage stratégique, et c'est un besoin particulièrement fort alors que nous avons une nouvelle mission. Et cette mission, c'est le soutien aux alliés en guerre, et c'est une nouvelle mission qui est appelée à durer. Quatrièmement, un contexte de guerre et de tension qui va imposer l'autonomie stratégique. Alors cette autonomie stratégique, c'est, vous le savez, un concept qui est porté par la France depuis de nombreuses années et de longue date, parfois un peu perçu comme un petit peu théorique, avec cette obsession française pour l'autonomie stratégique qui est un concept particulier, assumé, reconnu par nos alliés. J'étais hier au Royaume-Uni et cette spécificité française est bien évidemment reconnue. Ce qui est lié à notre histoire, c'est l'histoire de la dissuasion, les positions prises par le général de Gaulle, le fait que effectivement cette dissuasion nous impose d'être
autonome dans notre base industrielle et technologie de défense, autonome dans nos technologies, être capable de développer ses armes sans avoir de dépendance, sauf celles qui sont librement consenties. Et puis c'est une démarche rationnelle. Alors en tant que directeur de la DGA et délégué général pour l'armement, je parlerai de rationalité scientifique assumée. Finalement, notre capacité à nous défendre n'est crédible que par notre capacité à faire des choix librement et à la hauteur de nos ambitions, en ne souffrant d'aucune interférence extérieure. Mais disant cela, on est confronté vite au mur de la réalité. On ne peut pas tout faire tout seul. Et donc nous devons miser sur nos intérêts stratégiques communs pour être le ciment de nos coopérations. Ça a été vu pendant la crise. N'oublions pas que auparavant, avant la guerre en Ukraine, nous avions la crise du Covid, la dépendance en termes de traitement, la dépendance en termes de masques, la dépendance en termes de vaccins. Et donc la situation actuelle de l'Ukraine rend la notion d'autonomie stratégique tout à fait concrète, prégnante et pressante. Et puis cinquièmement, la complémentarité qui est confirmée, parce que souvent on oppose autonomie stratégique européenne et implication dans l'OTAN. Il n'y a aucune opposition, il y a bien une complémentarité. Et certains ont pu, quelque part, associer un risque à cette idée d'autonomie stratégique européenne, le risque notamment d'une scission vis-à-vis de nos partenaires de l'OTAN. Moins de 10 ans après les premières initiatives européennes de financement de projets d'équipement de défense, je pense qu'il est temps de tirer un premier bilan. D'abord, il ne faut pas confondre autonomie et autarcie. L'autonomie européenne n'est pas une autarcie. Et les projets qui sont soutenus au sens de cette coopération vont contribuer au renforcement du pilier européen de l'OTAN. Et donc j'ai cette conviction de la complémentarité entre l'autonomie stratégique européenne et le renforcement de notre place dans l'OTAN, avec un point commun finalement entre les deux, qui est le renforcement de nos investissements en matière d'équipement de défense. Vous savez que lors du sommet de Versailles de mars 2022, les pays européens s'accordaient pour inscrire parmi leurs chantiers prioritaires d'investir plus, mieux, dans nos capacités de défense et les technologies innovantes dans ce domaine. Les dispositifs européens EDIS et EDIP que je viens de citer contribuent à la concrétisation des conclusions de ce sommet et charge à nous d'aller plus loin pour faire honneur à cet engagement. J'ai cette conviction que l'on peut construire des partenariats stratégiques qui soient à la fois pragmatiques, qui soient équitables et qui soient efficients. Donc ça, c'est le premier message que je voulais passer, cette conviction que, effectivement, l'Europe a tous les atouts en main. Maintenant, tout n'est pas fini, il reste à nous transformer. Et dans cette transformation, dans cette vision de la coopération, il y a un rôle particulier de la France que je voudrais évoquer. D'abord, européaniser l'économie de guerre. L'économie de guerre annoncée par le président de la République lors du salon Eurosatory, si je ne me trompe, 2022. Comité de guerre qui, encore une fois, et je ne cesse de le rappeler, ne signifie pas que nous sommes en guerre, mais vise à nous donner la capacité à répondre aux besoins des armées en cas d'engagement de haute intensité via le renforcement de la réactivité, de la résilience, de l'autonomie de notre outil industriel. Et le président de la République l'a mentionné au cours de ses vœux aux armées cette année, l'économie de guerre, ça ne doit pas être un slogan, mais bien une réalité. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, nous avons des résultats. En France, concrètement, nous avons par exemple le doublement des cadences de production pour un certain nombre d'équipements décisifs. Je pense au César et je pense notamment au Mistral. Je ne reviendrai pas sur les chiffres qui ont été abondamment communiqués et commentés lors de ces dernières semaines, mais qui sont véritablement impressionnants. Et d'ailleurs, le ministre des Armées a tenu à remercier un certain nombre de salariés méritants de cette BITD pour avoir contribué à cet effort visant à accélérer dans le cadre de cette économie de guerre. La résolution également de ce qu'on appelle des goulets d'étranglement par un accompagnement personnalisé des entreprises concernées. Vous ne pouvez pas demander à des grands maîtres d'œuvre ou à des entreprises d'accélérer si au niveau 3 ou 4 de sa sous-traitance, vous avez finalement une entreprise qui d'abord ne sait pas qu'on va lui demander plus
et si on lui demande, n'est pas en capacité de fournir. Et donc c'est tout le travail que nous menons au sein du ministère des Armées et de la DGA pour pouvoir identifier et remédier à ces goulets d'étranglement. Et puis, il y a les commandes globales notamment de munitions. Vous avez vu que 218 missiles Aster, dont maintenant tout le monde connaît l'importance et les performances, ont été commandés par la France et l'Italie. Et puis, nous devons aller plus loin. Aller plus loin, pourquoi? C'est faire un petit peu comme les banques, vous voyez, faire des stress tests. Tester notre industrie, dans le bon sens du terme, avec sa pleine coopération, pour voir ce qu'elle est capable de faire en termes d'accélération, mais aussi en prenant en compte ses contraintes propres. Ce qu'on appelle le run and rate, c'est-à-dire tester de manière, en grandeur nature, la capacité, certes, d'accélération de certains fournisseurs d'armement ou de systèmes d'armes, mais aussi leur capacité de décélération. On ne peut pas demander à une société de monter en régime et puis finalement de dire c'est bon, maintenant vous avez fourni ce qu'il fallait, maintenant débrouillez-vous. Donc il va falloir que l'on puisse travailler avec ces sociétés, et c'est ce que nous faisons par exemple dans le cadre de la production d'A2SM. A2SM, c'est un armement air sol modulaire, donc des bombes qui sont des bombes propulsées, dont on sait qu'on va avoir besoin de grandes quantités, mais il faut aussi imaginer le moment où on va devoir un peu diminuer le rythme de production pour pouvoir revenir à un rythme nominal. Et dans ces cas-là, on n'a évidemment pas envie de licencier des gens, on n'a pas envie de remettre en cause des usines, et donc c'est un travail de fond qu'il nous faut mener. Les relocalisations également. Relocalisation parce que nous avons, je parlais tout à l'heure des dividendes de la paix, accepté un certain nombre de dépendances étrangères, européennes mais aussi extra-européennes, et donc nous avons retenu un certain nombre de dossiers, de projets de relocalisation en France d'activités dites critiques. Il y a à peu près 11 projets qui sont en cours d'instruction. Depuis la fin janvier 2024, nous avons 4 nouveaux projets qui ont été retenus dans les domaines de l'impression 3D, de l'énergie, des matériaux. Il y en a 2 qui avaient déjà été lancés en 2023. Je parle en particulier de la filière des poudres noires avec la société Eurenco, qui développe une nouvelle usine dont la première pierre sera posée au premier trimestre 2024, avec pour objectif d'avoir une usine opérationnelle en décembre 2025. Et vous voyez toute la difficulté de l'exercice, toutes ces choses-là prennent du temps pour se remettre en place ou se mettre en place. Et puis je donnerai un deuxième exemple, celui de Selectarc. Vous allez dire c'est un domaine de niche, oui, mais si on veut faire des sous-marins, des sous-marins nucléaires d'attaque, des sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, il faut pouvoir assembler des morceaux de coque. Et je vois le patron de Naval Group au premier rang, qui ne me contredira pas, je pense. Et pour cela, il faut faire des baguettes de soudage. Alors ça a l'air de rien, mais si vous dépendez d'une nation qui n'est pas forcément très coopérative pour vous fournir cet aspect assez spécial pour les baguettes de soudage, vous avez un problème. Et donc là aussi, nous avons décidé de recréer une capacité de production avec une usine opérationnelle en 2025. Et puis un certain nombre de mesures en faveur de la constitution, notamment de stocks stratégiques, mesures qui ont été intégrées dans les mesures normatives de la loi de programmation militaire. Et je peux vous dire que nos sociétés prennent également leurs responsabilités. Vous avez 4 maîtres d'œuvre industriels français qui ont déjà fait un certain nombre de stocks. Je vous donnerai juste un exemple, les stocks de titane. Vous savez que le titane, les éponges de titane venaient en majorité de la Russie. Il a fallu s'adapter, il a fallu faire en sorte de pouvoir continuer à avoir l'approvisionnement pour ces pièces qui sont centrales dans un grand nombre de domaines. Je voudrais juste un exemple. Par exemple, la crosse d'appontage des Rafales marines est réalisée en titane pour pouvoir maîtriser la force de l'avion lorsqu'il est catapulté et donc lorsqu'il va apponter derrière. Et donc nous avons besoin impérativement d'avoir une continuité dans l'approvisionnement de ce type de matériaux. Et puis ce sont des processus, ce sont des matières premières, ce sont des systèmes, et puis c'est aussi des hommes et des femmes. D'où la création d'une réserve industrielle de défense. Réserve industrielle de défense qui pouvait apparaître comme un concept. Le concept, c'est quoi? C'est de se dire, finalement, les jeunes retraités, les spécialistes, les experts, lorsqu'ils partent, ils peuvent toujours servir l'État, servir les maîtres d'œuvre industriels, revenir former des jeunes et finalement prendre part à ce dispositif de l'économie de guerre. Et donc, d'ici l'été, l'ensemble des grands maîtres d'œuvre industriels se seront inscrits dans les dispositifs en définissant des viviers, en commençant à signer les premiers contrats d'engagement dans la réserve, et plus d'une centaine de contrats sont attendus cette année pour la fin de l'année 2024. Alors tout ça, on le fait, mais on le fait avec un budget de la défense qui est en constante augmentation, avec une loi de programmation militaire extrêmement ambitieuse, 413 milliards d'euros,
Jamais autant d'argent depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale n'a été mis au service de la défense, et pourtant nous avons de nouveaux besoins. Et puis nous sommes à 2% du PIB. Et je rappelle qu'en 1947, on était à 28% du PIB. Et qu'en 1960, après la guerre, après les guerres, nous étions toujours à 5% du PIB. Donc c'est un défi qui est considérable, j'en suis extrêmement conscient. Après cette économie de guerre, nous avons quelque chose qui est bien évidemment d'actualité, c'est le soutien à l'Ukraine, avec le vote extrêmement important qui s'est tenu hier, qui est clé pour l'avenir de l'Europe, d'un point de vue géopolitique, géostratégique, mais également d'un point de vue industriel, parce qu'il en va de la défense des intérêts de l'Europe, parce que les exigences du théâtre sont l'exercice de vérité ultime pour nos matériels et pour notre industrie. Le test de l'efficacité opérationnelle des matériels qui est confronté au réel, le test aussi de nos capacités de production et le test de notre organisation. Notre rapidité d'adaptation. Aujourd'hui, nous avons un retour d'expérience réel, immédiat et parfois dur de ce qui se passe en Ukraine grâce à une boucle de retour d'expérience rapide. C'est la nécessité de faire de l'analyse de la valeur. Alors c'est quoi l'analyse de la valeur? C'est de se dire finalement, il faut mieux avoir 60 ou 80% des capacités tout de suite, plutôt que d'avoir 100%, mais beaucoup plus tard. Et pendant des années, on a piloté toute l'industrie de défense en parlant de performance. Et il y avait ce triptyque coût, performance, délai. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, les coûts et les délais peuvent être des drivers, peuvent être des paramètres fondamentaux pour accomplir notre mission. Et donc aujourd'hui, si on nous dit, bien, écoutez, vous avez un missile qui fonctionne de manière absolument optimale, entre moins 40 et plus 40 degrés, et un peu moins bien finalement entre moins 40 et moins 30, ben, on se bat assez rarement quand même à moins 40 degrés. Et si je peux gagner 30% du prix du missile en se disant que, en respectant les exigences de sécurité, eh bien finalement, il marchera peut-être un petit peu moins bien entre moins 30 et moins 40, mais il va marcher quand même. Il ne va pas tuer ses servants. Et puis quand même, on va arriver à gagner 1 an, 2 ans de développement et 30% des coûts. Je pense que c'est intéressant de faire cette analyse de la valeur. À la DGA, nous avons décidé de la réaliser sur l'ensemble des nouveaux programmes et de constituer une revue des programmes pour pouvoir refaire cette analyse. Et puis il y a la simplification qui a été annoncée par le Président, par le Premier ministre, simplification administrative, simplification normative, toujours dans le cadre des exigences de sécurité. Je vous donne 2 exemples. L'extension de la durée de vie d'un certain nombre de munitions. À partir du moment où elles ne sont pas dangereuses, peut-être qu'elles peuvent être utilisées un peu plus longtemps. Et là, on va gagner des capacités, on va gagner du temps pour se réadapter. Et puis, le fait de pouvoir très rapidement prendre des risques, et prendre des risques calculés pour pouvoir mettre une efficacité opérationnelle. La frégate Languedoc qui a tiré ses missiles Aster en mer Rouge contre les drones Houthis, finalement a pu être recomplétée en termes de missiles très rapidement. Pourquoi? Parce que nous avons mené une expérimentation rapide permettant de requalifier ou de qualifier pour la première fois l'aérotransportabilité des missiles Aster, ce qui n'était pas possible sur le type d'aéronef qui était envisagé et qui a permis, en quelques jours, en prenant un risque technique mesuré, de dire oui, on peut aller acheminer le plus rapidement possible ces missiles pour compléter le chargement des frégates. Et puis c'est un nouveau mode d'action, un nouveau mode d'aide à l'Ukraine, comme le ministre Sébastien Lecornu l'a répété récemment et sous son initiative, le fait de passer d'un modèle de cession à un modèle aussi de production, de coproduction sur place d'un certain nombre d'équipements en coopération avec des entreprises locales, mais aussi en coopération avec différents pays européens pour permettre de mettre en place, et un groupe de travail a été décidé pour mettre en place ces capacités de production locale sur place d'armement. Troisième chose, accepter, et je suis toujours dans la rubrique comment est-ce qu'on change, comment est-ce qu'on se transforme, ben accepter que la coopération, c'est pas simple, mais poursuivre malgré tout. Une Europe qui serait en mesure de se défendre, c'est une Europe qui doit voir loin. Et donc, il est indispensable d'avoir des acteurs européens réalistes qui voient plus loin finalement que le défi du moment et que les difficultés immédiates pour se projeter vers l'intérêt durable de notre défense commune.
Alors on peut continuer à faire des constats qui sont des constats un peu banals. Effectivement, besoin de constituer des coopérations industrielles multinationales pour développer des systèmes d'armes. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait depuis 30 ans, par exemple, avec l'Italie et le Royaume-Uni, pour le développement de la famille Aster, j'en ai parlé, du développement de l'Airbus A400M, de l'hélicoptère NH90 notamment. C'est le besoin aussi de constituer des chaînes de production robustes, capables de monter en puissance rapidement, sauf que ça ne se fait pas en un claquement de doigts, évidemment. Ces grands programmes, finalement, s'envisagent réellement en coopération. Bon, ceci étant dit, donc j'ai fait les constats banals dont je parlais. Comment est-ce qu'on y parvient réellement? Eh bien, en injectant peut-être une bonne dose de pragmatisme dans ces coopérations. D'abord en avançant et en utilisant les outils communautaires dès que cela est possible, et ces outils, je les ai cités tout à l'heure. En renforçant aussi les approches qui sont des approches multilatérales, faisant appel à ceux qui le veulent, qui sont prêts à s'investir, en travaillant de façon progressive avec les pays qui veulent rejoindre également des projets qui sont déjà engagés, avec des coopérations qui peuvent être amenées à se renforcer progressivement. Je prends l'exemple du système de combat aérien du futur avec l'Allemagne et l'Espagne et la rejointe annoncée de la Belgique. Et puis le programme MGCS, qui est donc le système de combat terrestre du futur, qui va au-delà du char du futur, qui, une fois consolidé, s'ouvrira aux autres États européens pour le développement de la future capacité de combat terrestre dans le segment lourd. Alors, c'est pas simple. Et je prétends pas que ça soit simple, mais les projets ambitieux, finalement, sont rarement simples à conduire. Et donc, sur tous ces sujets, au-delà de nos partenariats historiques, je pense qu'il faut explorer des pistes au fort potentiel, et donc je salue la présence à ce forum du président de la République lituanienne, et je pense aussi à la Suède, la Norvège, la Pologne, les Pays-Bas ou la Belgique, par exemple. Troisièmement, tirer parti de la dualité pour renforcer notre défense globale, avec le développement commun d'un certain nombre de technologies, alors c'est un peu barbare, et technologies dites habilitantes. Il s'agit en fait du socle technologique nécessaire pour le développement des équipements de demain. Je pense à l'intelligence artificielle dont vous avez vu elle a été l'objet d'annonces par le ministre des Armées vendredi dernier avec la création de l'agence ministérielle de l'IA de défense, mais qui va travailler avec l'ensemble des pays qui souhaitent collaborer sur ce domaine. Le domaine du quantique. C'est un domaine que j'aime bien, donc je vais forcément faire une toute petite incise, vous me pardonnerez. Mais dans le domaine du quantique, souvent on dit pour développer l'ordinateur quantique, on ne peut pas se comparer aux équipes de Google, on ne peut pas se comparer aux équipes d'IBM qui sont des multinationales extrêmement riches sur le domaine. Mais si vous regardez vraiment la taille des équipes qui travaillent sur ces technologies, qui sont des technologies de pointe, qui sont des technologies d'expertise, qui ne dépendent pas que du financement, mais qui dépendent, et je reviens au début de mon propos, du niveau scientifique et du niveau mathématique de nos experts, eh bien, des start-up françaises, et il y en a beaucoup, Pascal, Candela, Kobli, Alice et Bob, C12 et autres, ce sont des sociétés dont la taille des équipes sont comparables à la taille des équipes chez Google ou chez IBM. Et donc, vous avez véritablement la possibilité pour l'Europe, surtout si plusieurs pays collaborent, d'être au premier rang de la course. Même chose sur le numérique et même chose sur le cyber. Donc, je pense qu'il faut s'appuyer sur le talent de la population européenne pour relever ces défis techniques qui sont évidemment stratégiques pour la défense, mais également pour le secteur civil. Et donc, intégrer ces acteurs civils dans l'effort de défense, cet effort de défense qui permet à l'Ukraine de tenir, et on l'a bien vu dans tout ce qui touche à la production de drones. Alors, j'en viens à la conclusion. D'ailleurs, il y a marqué 0, donc ça tombe bien. Merci. Ce forum a pris pour thème l'Europe à la croisée des chemins, et mon sentiment, c'est qu'on n'est déjà plus à la croisée des chemins. On est déjà dans un nouvel équilibre mondial avec des digues qui sont tombées et continuent de tomber chaque jour sur le plan géopolitique. Des évolutions technologiques, vous l'aurez compris, qui nous mettent au défi, qui offrent autant de glaives que de boucliers. Et nous n'avons d'autre choix que de les identifier et que d'y répondre. Et nous ne pouvons plus être uniquement dans la contemplation, mais nous allons vers une Europe qui regarde droit dans les yeux les enjeux, les intérêts de chacun pour développer ces solutions globales. Donc une Europe résiliente, grâce aux avancées technologiques, j'en ai parlé, grâce à cette industrie de défense solide et unique, et une Europe moins fragile, car mobilisée également au cœur. Et donc, mon général, cher Benoît, je salue le travail de l'Acadème à travers ce premier
Paris Defense and Strategy Forum, qui contribue directement en nous offrant ce moment de pensée stratégique commune. Vous savez que en 2023, ou si vous ne le savez pas, j'ai le plaisir de vous le dire, la DGA s'est choisi une nouvelle devise, forger les armes de la France. Compte tenu des défis géostratégiques qu'il nous faut anticiper et relever, je ne peux formuler qu'un souhait désormais, que l'Europe fasse sienne cette devise et qu'ensemble, nous œuvrions pour forger les armes de l'Europe. Je vous remercie, je vous souhaite un très bon forum.